Merci à tous de vous être déplacés en si grand nombre. La conférence d'aujourd'hui est une présentation de Québec solidaire Université Laval en collaboration avec l'Association des féministes en mouvement de l'Université Laval et du comité sociopolitique de l'Université Laval. Puis, en tant que co-porte-parole de Québec solidaire et Laval, c'est à moi que revient l'honneur et le plaisir de vous présenter notre conférencière. Donc, détentrice d'un baccalauréat en service social de l'Université de Montréal, elle a travaillé pendant 14 ans comme organisatrice communautaire du Centre des services sociaux de Montréal, puis pendant 7 ans comme coordinatrice du regroupement des centres de femmes du Québec. Elle a été présidente de la Fédération des femmes du Québec de 1994 à 2001, période durant laquelle elle a organisé la Marche mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence. Elle est la porte-parole féminine de Québec solidaire depuis la fondation du parti en 2006 et sa performance remarquable lors du débat des chefs de la dernière campagne électorale a été saluée par une panoplie d'électeurs québécois. Elle est une femme brillante et intègre qui incarne l'espoir pour plusieurs électeurs qui s'étaient désintéressés de la politique. Mesdames et messieurs, Madame Françoise David. Merci beaucoup. Brillante. Ben, je vais essayer de vous le démontrer. Intègre, certainement. Alors, écoutez, je ne peux pas faire abstraction, et c'est comme ça que j'ai pensé parler avec vous. Je ne peux pas faire abstraction du fait qu'on est jeudi le 21 ou 22, en tout cas à quelques jours du sommet sur l'enseignement supérieur. Il ne faut pas semblant. C'est pas mal ça qui est dans l'actualité. Je pense que ça vous concerne un petit peu. Quelles que soient par ailleurs des décisions que vous ayez pu prendre quant à vos stratégies, je pense qu'il n'y a personne qui peut dire en ce moment que les débats qui vont avoir lieu lundi prochain, lundi et mardi, ne sont pas importants pour votre avenir et pour l'avenir du Québec. Alors, ce que j'ai pensé faire, c'est vous apporter le point de vue de Québec solidaire sur les enjeux qui sont ceux du sommet sur l'enseignement supérieur. Je vais aussi, à l'intérieur de ces enjeux-là, et ce bout-là, je ne pense pas qu'il va être beaucoup discuté au sommet, mais je voulais en parler quand même, c'est est-ce que, du point de vue des femmes, on n'est pas très très loin de la Journée internationale des femmes, est-ce que du point de vue des femmes, des besoins, des préoccupations des femmes, et j'ajouterais des familles, les débats qui ont lieu en ce moment sur l'endettement étudiant, les droits de scolarité, oui, non, comment, jusqu'où, gratuité, oui, non. Est-ce que tout ça, ça a un effet particulier sur les femmes? Alors, au niveau des enjeux, bon, grosso modo, vous le savez, il y en aura 4. Et il ne faudrait pas occulter d'autres enjeux parce que celui, évidemment, sur les droits de scolarité prend beaucoup de place. Il fallait s'y attendre, c'est normal. Je ne sais pas du tout comment ça va finir. J'en ai une petite idée, mais on ne forme pas le gouvernement Québec solidaire. Donc, ses positions à lui sont assez claires. Mais il y a d'autres enjeux dont je voudrais vous dire quelques mots parce qu'ils sont importants de notre point de vue. Il y a tout un enjeu qui est celui de la mission et du mandat des universités. Et s'il y a quand même une chose qui aura été intéressante dans la préparation de ce sommet, ce sont les nombreux débats qu'on a pu voir dans les rencontres préparatoires et dans les rencontres citoyennes, de même que dans les médias, sur à quoi ça sert une université. Peut-être que vous qui êtes étudiants, étudiantes, vous vous dites, oui, c'est un débat, mais tu sais, nous, on en débat souvent, mais il faut comprendre que pour l'ensemble de la population, ça doit faire dans les 40 ans qu'on n'a pas discuté de ça. Et donc, je sais bien que beaucoup se disent à quoi sert ce sommet, puis on peut être critique, et je le suis, il n'y a pas de problème, mais il y a au moins ça. Il y a au moins que depuis, ma foi, l'automne, et je dirais même depuis le printemps érable, dans le fond, cette question fondamentale a été enfin posée, tellement que je pense que les recteurs en ont un petit peu assez. C'est la première fois qu'ils se font interpeller par toutes sortes d'acteurs, d'actrices de la scène publique, politiciens, chroniqueurs, éditorialistes, simples citoyens qui écrivent des lettres aux journaux. Et donc, c'est sûr que les recteurs, habitués à des officines feutrées, à discuter entre eux, entre gens instruits, compétents et universitaires, ne sont pas tellement habitués à aller sur la place publique
et à devoir s'expliquer sur à quoi ça sert une université, qui doit la financer, puis si c'est l'État, ben, est-ce qu'il est en droit de demander des comptes? C'est un peu embêtant, ça, pour certains recteurs, ce qui, moi, me pousse à dire que c'est drôlement intéressant que ça se fasse. Pour Québec solidaire, je le dis tout de suite, une université, bien sûr, c'est une entité autonome, bien sûr, c'est un lieu de savoir, c'est un lieu qui développe des compétences, hein, qui permet à des jeunes adultes, et parfois des moins jeunes, de pouvoir apprendre un métier, une profession, de pouvoir gagner leur vie avec, on l'espère, satisfaction par après, avec des emplois, on l'espère, bien rémunérés, ce qui n'est pas le cas dans tous les secteurs pratiqués par les ex-étudiants universitaires. Mais enfin, on espère, oui, que c'est un endroit où on apprend. Mais pour Québec solidaire, l'université, ça n'est pas que ça. Et ça ne doit surtout pas être que ça. C'est un lieu de débat citoyen. C'est un lieu où toutes les idées doivent être permises, débattues, réfléchies, discutées. C'est extrêmement important. Et dans ce sens-là, l'université, bien sûr, puis c'est ça tout l'équilibre difficile à trouver, doit être connectée sur son temps, sur sa communauté, sur sa région, sur le Québec dans notre cas, ouverte au monde aussi. Mais en même temps, moi, je plaide pour qu'elle garde un minimum de distance face à des enjeux très immédiats, des réalités très quotidiennes, pour qu'on continue d'avoir au Québec des lieux de débat, d'expérimentation de nouvelles idées, de nouveaux produits, de nouveaux savoirs. Ça doit être un lieu d'effervescence intellectuelle, une université. Et toutes les sociétés en ont besoin. Alors, ça veut dire, oui, bien sûr, des formations spécifiques dans les domaines que vous choisissez, mais à mon avis, ça signifie aussi une culture générale et vraiment des lieux de discussion. Ça signifie surtout que l'université doit garder ses distances avec le secteur privé. Et là, évidemment, je plaide, c'est un des autres enjeux du sommet, pour que la recherche universitaire, qui doit avoir sa place, une place importante, qu'elle soit distincte, pas totalement, encore là, il y a un équilibre, là, mais que fondamentalement, elle soit distincte des besoins immédiats des entreprises. Vraiment, il ne faut pas être idiot, là. On est au 21e siècle, on est en 2013, le Québec a besoin de former des gens dans des secteurs de pointe, et dans ces secteurs-là, il y a des entreprises qui existent, qui vont vouloir embaucher. Ben, ça dépend dans quel secteur vous êtes, vous, ici dans cette salle, mais au moins un certain nombre d'entre vous. Donc, encore une fois, je ne nie pas l'importance de l'apprentissage concret, factuel d'un métier, d'une profession, mais surtout pas dans le cas des universités pour que tout de suite, demain, une entreprise dise nous, il nous faut 25 ingénieurs dans tel domaine, alors c'est ça, on fixe le besoin, l'université doit y répondre, ça vient de s'éteindre. Attention, parce que 5 ans plus tard, ça sera peut-être autre chose. Il faut donc avoir une vision à un petit peu plus long terme quand on est une université. Et si on fait de la recherche, bien là, il y a un problème que plusieurs ont soulevé bien avant moi, des entreprises qui financent directement des recherches effectuées par des universitaires, puis quand les résultats ne font pas leur affaire, ils refusent de publier. Ça, à mon avis, c'est l'antithèse de ce que doit être une université. Donc, nous plaidons, nous, à Québec solidaire, pour qu'il y ait davantage de fonds publics en recherche, et non pas les coupures comme ce qu'on vient de voir récemment, des fonds publics pour contrer justement cette influence trop grande du privé sur les fonds de recherche universitaires. Un autre enjeu extrêmement important, et je ne sais pas si on va aboutir là-dessus au sommet, c'est celui de ce qu'on appelle aujourd'hui, de ce nouveau terme là, qui est la gouvernance. Autrement dit, par qui, comment doivent être dirigées les universités. Puis vous connaissez le débat. Est-ce que ça doit être principalement par les acteurs, actrices internes de l'université, professeurs, employés de soutien, toutes les sortes d'employés, étudiants, étudiantes, etc., majoritairement, ou alors majoritairement d'acteurs externes, supposément plus aptes à opérer une saine gestion de cet établissement public.
Et pourquoi est-ce que la question se pose? Bien, parce qu'elle se pose partout en ce moment en Occident. Le concept de gouvernance est devenu très important. On essaie de faire croire qu'il n'y a que les acteurs du privé qui savent gérer. Je rappelle qu'en 2008, c'est eux qui nous ont foutu une crise économique entre les mains. Là. Alors, oui, il y a eu l'îlot voyageur. D'accord. Puis c'est laid en tabarnouche quand on passe par là. Oui, il y a eu ça. Mais quand même, du côté du secteur privé, on n'a pas beaucoup de leçons à donner avec la mauvaise gestion, les malversations, les fraudes, la corruption qu'on voit s'étaler tous les jours devant la commission Charbonneau. Regarde, moi je pense qu'une université, comme je l'ai dit, lieu de savoir, lieu de citoyenneté, lieu qui doit être bien sûr dans la communauté, mais pas trop collé, là, pas trop vissé, serré, une université doit être dirigée d'abord et avant tout, donc au moins aux 2/3, par des acteurs et actrices internes. J'ai l'impression que de cette façon-là, on éviterait probablement bien des dérives. Et puis, évidemment, finalement, le dernier enjeu, qui doit financer l'université? Alors ça, vous le savez, ça déchaîne des passions depuis 1 an. Alors, vous connaissez toutes les options, donc je ne ferai pas de discours là-dessus, vous les avez entendues à satiété depuis 1 an, vous y avez participé d'ailleurs. Je vais vous apporter le point de vue de Québec solidaire, juste au cas où vous ne l'ayez pas entendu. C'est l'État qui doit financer les universités. J'expliquerai après la question de la reddition de comptes. À notre avis, c'est l'État. L'université, comme la maternelle, comme le primaire, le secondaire, le cégep, à notre avis, devrait être gratuite. Est-ce qu'elle doit être gratuite après-demain? C'est impossible. Est-ce qu'on peut viser la gratuité? Nous avons démontré par des chiffres dont je vais vous parler que c'est possible. Alors, si c'est possible, pourquoi ne pas le faire? On a fait paraître un article dans Le Devoir lundi de cette semaine et on citait les gens du milieu des affaires qui disent « ce sont les principaux utilisateurs des universités qui devraient payer ». Je suis d'accord avec ça. Qu'ils paient. Parce qu'après tout, qui, pour un certain nombre d'entre vous, va vous embaucher après? Mais toutes les entreprises dans plein de secteurs de pointe, elles sont extrêmement heureuses d'avoir une main-d'œuvre aussi qualifiée que les étudiantes et étudiants qu'on forme au Québec. Et c'est toute la société qui bénéficie du fait qu'on a des universités de qualité, du fait qu'on a une jeunesse éduquée au Québec. Je sais bien qu'il y en a qui vont dire, mais les premiers bénéficiaires sont des étudiants eux-mêmes. Bien, évidemment que vous êtes bénéficiaires. Vous faites tout cet effort d'étudier pendant plusieurs années parce que vous pensez, à juste titre, enfin j'espère que vous réussirez, que ça va vous apporter quelque chose. Oui, un emploi décent, bien rémunéré, valorisant, puis aussi toutes les connaissances personnelles que vous avez envie d'avoir. Mais fondamentalement, là, éduquer sa jeunesse, c'est un projet de société. Puis il y en a qui l'ont compris dans les pays scandinaves, en France, en Finlande, c'est gratuit l'université. Alors on me dira, ouais, mais il y a parfois des conditions, des contingentements, des examens. Bon, ici, les contingentements existent déjà dans plusieurs domaines. Quant à faire passer des examens spécifiques d'entrée pour en garder 10% alors que les autres répondent aux critères, pour nous autres, c'est non. Si on pouvait avoir plus d'étudiants dans les universités, parce que ça serait gratuit, mais ça serait juste formidable. Pourquoi se priver de cet apport de toute une jeunesse qui irait étudier si elle avait la garantie qu'elle n'est pas prise avec un endettement sur 15 ou 20 ans? Moi, je trouve qu'on se prive de talent, là. Donc, à notre avis, la gratuité, c'est possible. Et on a, à titre d'exemple, indiqué que si on taxait les entreprises financières, banques, compagnies d'assurance, entreprises de placement, fiducie, etc. Donc, vraiment, là, des entreprises qui vont bien, on s'entend, des milliards de profits, il n'y a aucun problème. Ces entreprises-là ne déménageront pas nulle part parce que c'est avec notre argent qu'elles font leur argent. Donc, on a calculé, nous, qu'une taxe sur le capital de ces entreprises financières, une petite taxe de 0,8 %, donc même pas 1 %, rapporterait 608 millions de dollars par année au minimum, parce qu'on a, merci,
On a calculé tout ça sur des chiffres de 2006 et sur le capital qu'elles avaient en 2006 qui a augmenté depuis. Donc, 6 millions de dollars par année minimum. Ça, ce n'est qu'un exemple pour dire que l'État du Québec se prive d'aller chercher de l'argent là où il se trouve et que s'il le faisait, on pourrait non seulement réaliser progressivement, nous on le propose sur 5 ans, la gratuité scolaire, mais on pourrait aussi réinvestir dans des programmes sociaux. Alors, c'est le point de vue donc qu'on défend, celui de la gratuité scolaire. Est-ce que j'ai un espoir que ce soit adopté mardi matin prochain? Plutôt mince. Honnêtement, parce qu'on n'est pas seul au monde et puis il va falloir discuter avec tout le monde. Mais le fait de poser la question est quand même assez nouveau. Hein? Plusieurs ont rappelé que lors du rapport Parent dans les années 60, la question de la gratuité universitaire était déjà posée comme un objectif à atteindre à terme, sur un certain nombre d'années. Puis après, on n'en a plus jamais entendu parler. Alors, le fait d'oser reposer cette question aujourd'hui, on se rend compte finalement qu'on est dans la continuité de ce qui étaient nos objectifs dans les années 60, et pourquoi pas. Ça ne sera pas adopté, soyons clairs, ça ne sera pas adopté mardi, mais au moins, on place le débat. C'est ça qui est important. Il y a de nombreux débats au Québec qui se sont faits sur tellement de questions et qui parfois peuvent prendre des années à aboutir, mais il faut bien commencer quelque part. Alors, c'est sûr que ce que j'espère, ce que nous espérons à Québec solidaire, c'est que ce sommet se termine à tout le moins avec le gel des droits de scolarité. Ça, c'est ce que vous avez réclamé avec tellement de monde le printemps dernier. C'est ce que, pas seulement des jeunes, mais des moins jeunes et beaucoup de gens ont demandé et continuent de demander. J'espère qu'on va l'obtenir. Suis-je optimiste? Modérément. Il va falloir travailler fort, parce que les forces adverses ont beaucoup de place et elles ont des médias pour venir raconter que c'est pas une bonne idée, etc. C'est pas simple, mais on va travailler fort. C'est sûr que nous autres, nous allons faire entendre notre voix, puis on ne sera pas seuls. Toutes les associations étudiantes qui vont être là vont la faire entendre aussi, dedans, dehors. Et, il n'y a pas de problème. Hein? Moi, je vais être dedans, puis après, j'irai dehors. C'est pas incompatible du tout, du tout. Donc, j'espère qu'on va quand même avancer. Avant de parler de comment tout ça atteint les femmes de façon particulière, je voudrais quand même dire juste un tout petit mot sur un enjeu connexe à ce dont on parle quand on discute des universités. Et ça, je vais être honnête avec vous, j'ai presque hâte qu'on y arrive, donc j'espère que ça viendra ce printemps, c'est l'éducation primaire secondaire. Parce que c'est bien beau discuter de tout ce qui se brasse dans les universités, encore faut-il y accéder. Et en ce moment, quand on a, mes derniers chiffres, c'est autour de 40% des garçons qui ne terminent pas leur secondaire dans les moments prévus et 27% des filles, je trouve ça pas mal préoccupant. Si on ne termine pas son secondaire, on est loin de penser d'aller à l'université. Par contre, je sais que beaucoup vont à l'éducation aux adultes et à 20 ans, les garçons et les filles, en gros, ont autour de 75% de diplomation secondaire. Oui, là-dedans, il y en a qui finiront par aller au cégep et même à l'université. J'en ai connu, moi, qui ont fait des retours tardifs aux études. Cela existe, mais j'aimerais ça qu'on soit tous conscients qu'il y a des problèmes là, dans l'éducation primaire et secondaire, un manque criant de ressources. Des écoles vétustes à Montréal qui croulent sous les problèmes de trous qui coulent et de moisissures dans les murs. L'école publique, là, dans le bon nombre de nos quartiers centraux, pas toujours très riches, là, elle est malmenée, elle est mal aimée et elle n'est pas assez financée. Alors, j'aimerais ça qu'on ait une pensée aussi pour les enfants, pour les adolescents qui vont à l'école dans des situations difficiles. Il n'y a pas assez de ressources pour aider les professeurs, les classes débordent. C'est par là qu'il commence l'accès au savoir, l'accès à l'éducation. Je voudrais dire quelques mots, parce qu'on n'en parle pas souvent, sur la question de l'accès aux études supérieures, particulièrement à l'université,
en rapport avec la situation des femmes. On me l'a demandé, puis je le fais avec plaisir parce qu'on n'entend pas souvent cette voix-là. C'est sûr que certains vont dire, ben oui, mais là, les femmes, c'est où le problème? Elles sont majoritaires au cégep, majoritaires à l'université. Bon, ben là, les filles, franchement, de quoi vous vous plaignez? Ben, remarquez, c'est vrai, depuis les années 60, où on était franchement très peu nombreuses dans les universités, il y a eu des pas de géantes. Donc, réjouissons-nous. Ça ne s'est pas fait tout seul, il a fallu se battre, mais ça s'est fait. Alors, moi, je suis la première à reconnaître le chemin parcouru. Mais je veux juste signaler que, malgré tout, on demeure dans certaines contradictions. Parce que les femmes continuent d'étudier massivement dans ce qu'on appelle des secteurs d'emploi entre guillemets féminins ou traditionnellement féminins. C'est pas génétique, mais c'est plus inscrit dans l'histoire et dans la culture des femmes. Et là, je parle, il y a des statistiques qui existent, éducation, lettres, sciences humaines, sciences de la santé, droit et art, plein de femmes, plein de femmes. Il y en a beaucoup moins quand on est dans le secteur, par exemple, après ce que je disais, là, des sciences appliquées. Et toute la problématique que ça crée, c'est qu'après, sur le marché du travail, bien, curieusement, les femmes vont continuer d'être globalement, y compris les universitaires, moins payées que les hommes. Pourquoi? Parce que les secteurs d'emploi majoritairement féminins sont des secteurs d'emploi où on a considéré dans toute l'histoire du travail des femmes que, les femmes apportaient un salaire d'appoint à la maison, donc ce n'était pas nécessaire de les payer autant que les hommes qui, eux, étaient les vrais pourvoyeurs. Et deux, ces secteurs d'emploi où souvent on s'occupe des personnes, franchement, sont moins valorisés socialement, économiquement que les secteurs d'emploi où là, on crée de la vraie richesse. Tu sais, les mines, la forêt, tu sais, les gros trocs, là. Ah. Ça, c'est de l'importance. Ça, c'est essentiel, puis on fait un plan d'or pour ça. Mais on ne met pas le 10e de l'investissement qu'on prévoit faire dans le plan Nord et dans toutes ces infrastructures-là, dans ce qu'on appelle, par exemple, l'économie sociale, la culture, l'éducation populaire, le soutien aux personnes, les centres à la petite enfance, où vous retrouvez, mais très majoritairement, 75% à peu près de main-d'œuvre féminine, largement sous-payée et pourtant qualifiée, et pourtant qui a fait au moins un bac universitaire. Donc, il y a un problème d'équité salariale. La valeur du travail des unes n'est pas reconnue de la même façon que la valeur du travail des autres. Moi, j'en veux pas au gars, pas en tout là-dedans, là, c'est pas ça la question. La question, c'est quand est-ce qu'on va reconnaître comme société que de s'occuper d'un enfant, s'occuper d'une personne âgée, vulnérable, ben c'est aussi important que de construire une route. C'est ça qui est la question. Alors, ce faisant, vous me voyez peut-être venir, si on parle d'endettement étudiant, si on dit qu'au terme des études universitaires, parce qu'il a fallu payer, parce qu'il y a eu une hausse des droits de scolarité, je ne sais pas, moi, l'étudiant, l'étudiante est endetté pour 15 000 $, bien, ça ne pèse pas de la même façon sur le revenu après, selon qu'on est un homme et qu'on travaille dans un secteur extrêmement bien payé, ou qu'on est une femme et qu'on travaille pas tout le temps, mais assez souvent dans des secteurs beaucoup moins bien payés. Le poids de l'endettement va être plus grand sur les femmes. L'autre chose, c'est que, encore là, je disais quelques statistiques, il y a pas mal de femmes, et il y a des gars aussi qui ont des enfants, qui ont besoin de l'aide financière aux études. C'est pas facile, ce sont des gens qui souvent étudient, travaillent en même temps, s'occupent des enfants. On ne va pas endetter encore plus tout ce monde-là. C'est très préoccupant. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas aller plus loin dans l'endettement étudiant pour tout le monde. On ne peut pas hausser davantage les droits de scolarité. Au contraire, je pense que c'est bon pour tout le monde, mais je plaide que c'est particulièrement bon pour les femmes qui, quoiqu'instruites, je le répète, vont la plupart du temps, pas tout le temps, je ne parle pas des médecins, mais très souvent, vont être moins bien payés, ce qui est tout un autre dossier qu'il nous faudra bien régler à un moment donné. Alors, en terminant, parce que j'aimerais ça qu'on ait le temps de discuter un peu, je voudrais juste dire que dans quel esprit je vais à ce sommet sur l'enseignement supérieur? Je vais dans un esprit de fermeté sur les principes.
Moi, c'est clair. Je signerai aucun document à la fin qui parle d'autre chose que d'un gel des droits de scolarité, ça c'est évident. J'y vais en même temps dans un esprit de dialogue avec toutes les personnes qui sont là sur l'ensemble des sujets, mais sur le fond des choses, sur les principes les plus importants, j'ai aucunement l'intention de reculer. Est-ce que j'ai des grandes attentes? Je dirais plutôt modérées. Il se prendra probablement une couple de décisions. Beaucoup d'autres ne pourront être prises, c'est évident, dans le laps de temps qu'on a, et parce que les divergences sont trop grandes, donc habituellement ça se termine par on va mettre sur pied un comité de travail. Ça, j'en ai vécu d'autres sommets. Mais ne regrettons rien dans l'année qu'on vient de passer, que ça soit celle du printemps. On pourra en discuter si ça vous intéresse, mais moi je continue de trouver que ce printemps, globalement, avec tous les problèmes, les difficultés, a été magnifique. Est une pierre à poser de façon spéciale comme un jalon dans l'histoire du Québec. Et ne regrettons pas non plus ces mois de discussion, de débat autour de l'enseignement supérieur. Les cégeps, malheureusement, sont passés dans l'ombre dans ce débat-là. Il faudra bien parler des cégeps aussi à un moment donné. Mais sur les universités, il faut être content que le débat soit à l'ordre du jour. Mais ne prenons pas le sommet comme la fin de quelque chose. C'est pas la fin. C'est juste une étape. Et je suis convaincu que tous ces débats-là vont se poursuivre parce qu'ils doivent se poursuivre. Le débat sur l'éducation au Québec, à mon avis, est fondamental de la maternelle à l'université. Merci beaucoup et à vous les questions et les commentaires. On m'entend? Oui. Merci, Mme David. Merci beaucoup. Donc, un micro ici. J'inviterai les gens qui ont des questions à venir faire une file, à ranger devant ce micro. Et vous savez, avec Soldat, on a un principe fondamental aussi, très important, donc qui est l'alternance homme-femme. Donc, si vous êtes une rangée d'hommes, vous pouvez inclure une femme ou deux à l'intérieur de votre rangée. Merci beaucoup. Bon, soyez pas gênés, là. Vous pouvez même être en désaccord, hein, il n'y a pas de problème. On va en discuter. Merci, Madame. J'ai une question sur le plupart. Cette semaine, le gouvernement décide de couper 250 millions de dollars. Est-ce que c'est une bonne idée pour faire une coalition avec les CROAC? Quand est-ce le projet qui arrive? OK, je vais vous répondre. Pouvez-vous répéter la question? Oui, je vais la répéter, que le gouvernement avait annoncé qu'il allait couper de 250 millions le budget des universités, et est-ce que ça serait une bonne idée de faire une coalition avec la CAQ contre cette coupure? D'abord, ce que je veux dire, c'est que la coupure, la première, a déjà eu lieu dans les universités. La coupure de 124 millions a été annoncée. Oui. A été annoncé dès l'automne dernier, c'est pas nouveau ça. Et moi je pense que si la CAQ, la Coalition Avenir Québec, parle de 250, c'est parce qu'elle y ajoute une coupure pour l'année qui vient, le 2013-2014. Ben nous, ça fait depuis la sortie du budget qu'on dit que ça n'a aucun sens de couper dans les universités, puis de leur annoncer qu'on coupe aux 3/4 de l'année financière écoulée en plus. Ce qui fait qu'en 4 mois, là, bon, les universités sont obligées de restreindre leur budget. Vous savez, à Québec solidaire, nous autres, on se coalise avec toutes les personnes, les partis, les groupes qui ont des bonnes idées. Puis ça n'empêche pas que, par ailleurs, on puisse être en total désaccord sur plein de choses. La coalition Avenir Québec et Québec solidaire, là, mettons qu'on est un petit peu aux antipodes, généralement, dans le spectre politique, mais vendredi dernier, François Legault et Amir Kadir, ensemble, ont dénoncé la construction de la centrale hydroélectrique à Val-Jalbert. Et moi, je suis sortie cette semaine avec tous les collègues des autres partis pour réclamer un registre des armes à feu. Je pense que c'est correct, ça.
C'est correct, ça s'appelle faire de la politique autrement. Ou des fois, malgré nos divergences, on peut tout d'un coup se retrouver sur le même terrain puis dire on va le faire ensemble. Donc, je pense que là-dessus, on ne fera pas de coalition particulière avec la CAQ. Nos points de vue sont archi connus. Mais je vais rajouter quelque chose. Il n'y a pas que dans les universités que le gouvernement du Québec coupe là, avec son nouveau budget. Alors là, je sais bien, on parle beaucoup des universités parce que le sommet s'en vient, mais moi qui ai participé dans les 2-3 dernières semaines à 9 commissions parlementaires sur l'étude des crédits. Les crédits, c'est ce que chaque ministère va dépenser cette année, dans l'année qui vient. Dans toutes les commissions parlementaires que j'ai faites, dans tous les ministères, j'ai dénoncé des coupures. Alors, il y a des coupures dont on parle beaucoup parce que les groupes de pression, qu'ils soient recteurs, étudiants, syndicats, etc., sont forts et font entendre leur voix. Mais si je vous dis, par exemple, qu'on coupe aussi dans l'adaptation de véhicules pour personnes handicapées, vous ne serez pas un peu scandalisés? Moi, je le suis en tout cas. Et je suis allé dire ça en commission parlementaire. Il y a des coupes dans la culture, il y a des coupes dans les commissions scolaires, et je le sais, pour être dans un quartier où il y a plein de vieilles écoles, bien, ça va occasionner des problèmes d'entretien de vieilles bâtisses dont la qualité de l'air laisse à désirer. Ça, c'est ça aussi, là, les coupes gouvernementales. Fait que j'attire juste votre attention là-dessus pour vous dire, vous savez, il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous, c'est tout le monde, c'est partout. Il y a même des coupes à l'aide sociale. Je ne sais pas encore exactement ce qu'ils vont couper, c'est un peu hallucinant. Et ça, ben, on le dit beaucoup à Québec solidaire, on le dénonce beaucoup, mais à chaque fois, on se fait répondre, c'est l'état des finances publiques, les libéraux ont laissé 1,6 milliard de déficit. OK, d'accord, mais il y en a de l'argent au Québec, il y en a dans les redevances pour les minières, on attend toujours que la ministre se décide à en imposer. On pourrait établir plus de redevances sur l'eau. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une taxe sur le capital des banques et institutions financières. Il y a de l'argent au Québec dans des grandes entreprises, des banques, des minières, des pharmaceutiques, etc., mais le gouvernement se refuse complètement à aller le chercher. Alors, c'est devant ça qu'on est. Ah ben, vous êtes trop tranquille, vous n'avez jamais tapé de la casserole, quelque chose. Ben oui, vas-y. Vous avez écrit un texte avec André Fabier, notre co-porte-parole dans le Devoir, où on parlait d'une CE, donc une commission d'évaluation universitaire du Québec. Des gens comme à la CE, qui disent que non, ça ne devrait pas exister, la CE, parce qu'il y a un risque d'uniformiser l'éducation et autres risques potentiels. Donc, j'aimerais que vous expliquiez, dans le fond, ce serait quoi le rôle de cette CE-là, et fondamentalement, quel serait le rôle de chaque université aussi à travers le Québec. Donc, le rôle de l'institution et le rôle de la commission. Ben, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a deux propositions sur la table. Elles ne viennent pas de nous, là. Il y en a une qui vient de la FEUC, puis il y en a une qui vient du syndicat du Québec des professeurs et professeurs d'université. Ça s'appelle SQPPU. Bon. Ils ont, grosso modo, le même genre de proposition. Je ne sais pas comment ça va aboutir finalement exactement au sommet, mais ce qu'ils proposent dans les deux cas, ce n'est pas une commission, même si la FEUC appelle ça la commission d'évaluation des universités. Moi, j'ai bien posé des questions là-dessus à la FEUC. Ça n'est pas, dans leur esprit en tout cas, une commission qui va venir se mêler de l'évaluation des programmes à l'intérieur de chacune des universités. Ça, c'est aux gens dans chaque université à le faire. Alors, ce qu'on a écrit, nous, dans notre texte, je vais le dire précisément, là, cette instance, donc, peut-être on devrait appeler autrement qu'une CE pour ne pas confondre tout ça, assurerait la transparence de la gestion des fonds universitaires. Là, on est dans l'argent, on est dans la reddition de comptes. Garantirait des choix rationnels dans l'organisation de la formation sur le territoire. Alors, il y aurait, par exemple, des demandes pour créer de nouveaux campus ici ou là, des nouveaux programmes ici ou là. Cette commission-là analyserait tout ça et ferait des recommandations au ministre, parce que ça, on l'a clarifié aussi. Et elle serait formée de membres appartenant majoritairement à la communauté universitaire. Donc, il n'est pas question d'une commission
où la majorité, ce serait encore des gens des milieux des affaires. Et son rôle, faire des recommandations au ministre qui auraient à trancher dans le meilleur intérêt de la collectivité. Alors, dans le fond, toute l'idée, c'est de chercher un équilibre, encore une fois, entre l'autonomie universitaire, à laquelle on croit beaucoup à Québec solidaire, mais en même temps, le fait qu'on réclame que l'État finance davantage les universités et non pas les milieux d'affaires, oui, par des taxes, bien sûr, à l'État qui s'en servira, là, mais pas directement, non plus les étudiants. Alors, si on se dit que c'est une responsabilité de toute la société et que le fiduciaire, quelque part, en est l'État, mais c'est normal quand même qu'il y ait de la reddition de comptes au plan de l'utilisation des fonds et au plan, par exemple, de développement immobilier qui, comme vous le savez, ont été quand même considérables dans les 10 dernières années. Alors, c'est ça qu'on dit. Donc, pour nous, c'est très, très loin de vouloir, par exemple, je sais que certains craignent, et avec raison, de vouloir instaurer ce fameux concept d'assurance qualité pour décider de la qualité des universités en rapport avec les meilleures universités au monde, dans des pays de 300 millions d'habitants. Bon, parce que c'est ça le discours des recteurs. On n'est pas là-dedans, là, avec cette commission. On n'est pas dans le concept d'assurance qualité, puis on ne veut pas poser des freins à l'autonomie universitaire pour ses contenus, pour ses programmes. On n'ira pas dire aux profs comment enseigner. On n'est pas là-dedans. Là. Mais quand même, l'université n'est pas une simple entreprise privée qui va se gérer toute seule, alors qu'on veut en même temps qu'elle reçoive principalement ses fonds de l'État. Là, il y a un moment donné, il faut un petit peu trouver un équilibre là-dedans. Bonjour. Premièrement, merci beaucoup pour votre conférence. Je suis vraiment très heureuse d'y assister. Peut-être parler plus dans le micro, peut-être. OK. En fait, ma question, je ne sais pas 100% comment la formuler, mais est-ce que Québec solidaire a pensé à un plan pour amortir la différence socio-économique entre les hommes et les femmes après leur diplomation, justement, sur le marché du travail? OK. Écoute, c'est pas nous tant que ça qui y avons pensé, ce sont les groupes de femmes dans le mouvement féministe qui y ont pensé dès le début des années 80. On ne se parle pas de quelque chose de nouveau, là. Et ce à quoi elles ont pensé, ça s'appelle l'équité salariale. C'est une vieille affaire, ben, pour vous, pas pour moi, mais qui est importante. Autrement dit, dès le début des années 80, des groupes de femmes ont interpellé toute la société et les gouvernements qui se sont succédés jusqu'en 1996, où on a enfin eu une loi. C'est pour ça que je vous dis, des fois, il faut être patient. En disant tout simplement ceci, écoutez, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a de plus en plus de femmes sur le marché du travail et pourtant le revenu des femmes à cette époque-là était autour de 71% du revenu des hommes. Là, je pense que ça a augmenté un peu, mais il y avait une disparité absolument incroyable. Et les observations faites par ces féministes, c'était à l'effet de dire, ben, curieusement, quand on fait l'analyse des salaires versés par secteur d'activité, on se rend compte qu'il y a de façon systématique une espèce de biais. Et ce biais, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est qu'historiquement, les hommes étant pourvoyeurs, on disait c'est normal qu'ils soient payés. Bon, ils n'étaient pas toujours décemment, remarquez bien, hein? Mais enfin, il y avait comme cette idée que l'homme doit être payé, minimalement, c'est normal. Et puis la femme, si elle travaille, ben, c'est juste un salaire d'appoint, c'est pas important. Mais il y avait l'autre biais, parce que celui-là, on peut dire que dans les années 80, ça commençait à être terminé quand même, là. Mais l'autre biais qui est beaucoup, beaucoup plus important, c'est quelle valeur accorder à un travail. Mais c'est une question philosophique. On ne va pas s'en abreuver 3 heures ici aujourd'hui, mais pensez-y, là. C'est vraiment une question intéressante. Comment fixer la valeur d'un travail? C'est une question à 100 000 $. Hein? Quand le PDG de multinationale dit « Moi, là, mon million ou mes 2, 3, 5, 10 millions de revenus par année, je les mérite parce que je suis PDG d'entreprise, je crée de la richesse. » Ça se questionne. Crée-t-il plus de richesse que l'ensemble de ses travailleurs? Bien, les femmes ont posé une autre question.
Est-ce que abattre des arbres, construire des routes, conduire un truck, et même dans une entreprise, livrer les produits aux clients, ça doit être mieux payé qu'être infirmière, être travailleuse sociale, être secrétaire dans la même entreprise que le livreur qui gagne plus cher que la secrétaire. Est-ce que c'est normal? Ça a pris 16 ans avant qu'on obtienne une loi sur l'équité salariale qui a été adoptée en 1996. Cette loi-là existe encore. Elle oblige chacune des entreprises québécoises, puis quand je dis entreprise, c'est aussi les ministères, c'est aussi les établissements du secteur public, à faire à l'intérieur de chaque établissement un exercice de comparaison du travail et des salaires pour voir si finalement il n'y aurait pas de discrimination à l'égard des femmes. Et au fil du temps, depuis 1996, ben là, on est rendu à peu près 50-55%, pas plus. Je vous le rappelle, elle est adoptée en 1996. On est au maximum à 55% d'entreprises, d'établissements et de ministères qui ont fait l'exercice. Ça veut dire que tous les autres ne l'ont pas encore fait. Et ça veut dire qu'encore aujourd'hui, il y a des disparités salariales au sein des mêmes ministères, des mêmes établissements, des mêmes entreprises qui ne s'expliquent pas autrement que par la sous-valorisation du travail des femmes. Ce qu'il y a à faire, il faut se battre, toujours, encore, pour que la loi soit appliquée. C'est extraordinaire, tu sais, il y a une loi, mais il y en a beaucoup qui ne l'appliquent pas. Et quand les gouvernements font des coupures, qui coupent partout dans leur ministère, mais qui coupent aussi à la commission sur l'équité salariale, ça fait plus beaucoup d'inspecteurs, ça, pour aller regarder ce qui se passe sur le terrain. C'est ça que ça veut dire aussi, les coupures gouvernementales. On en parle beaucoup dans l'environnement, mais on n'en parle pas beaucoup dans ce genre de commission-là. Si tu n'as plus personne pour aller regarder, pour aller rappeler les entreprises à l'ordre, elles ne se précipiteront pas là, pour faire l'exercice d'équité salariale, parce qu'au bout de l'exercice, la plupart du temps, elles doivent rehausser les salaires des femmes, y compris dans les ministères et les établissements publics. C'est par là que ça passe. Je sais qu'il y en a qui vont dire ben, ça serait mieux encore si les femmes allaient massivement dans les secteurs d'emploi masculins. Et inversement, remarquez, ce serait pas mal. Mais moi, là-dedans, je dis attention, là. Les femmes n'ont pas toutes envie d'être monteuses de ligne à Hydro-Québec. De toute façon, il faut que 5000 postes. Les femmes n'iront pas toutes construire ou travailler dans des mines dans le Grand Nord. Moi, je voudrais qu'elles puissent le faire, par exemple. Mais celles à qui ça ne tente pas, là, puis qui préfèrent être éducatrices en service de garde, bien moi j'aimerais ça qu'on respecte leur travail. Tout cas, puis peut-être c'est ça qui va nous aider, s'il y a plein de gars qui s'en viennent travailler comme infirmiers, comme éducateurs en service de garde et comme professeurs au primaire, ce que vous parliez que les salaires vont augmenter, je vous le parie. Alors, essayons donc ça un peu. Voilà. Je vais répondre plus rapidement s'il y en a d'autres qui ont des questions, parce que je sens que dans 8 minutes à peu près, on va me dire qu'il faut laisser la place à un cours. On parle beaucoup ces jours-ci de possiblement encadrer ou officialiser le droit de chez les étudiants. Je me demandais c'est quoi la position la position Québec solidaire et pourquoi? Ben, je vais être complètement honnête avec vous autres. On n'en a pas beaucoup débattu à Québec solidaire. D'abord, moi, je ne crois pas un instant qu'on va débattre de ça plus que 5 minutes au sommet. C'est pas vrai. Là. De toute façon, on a tellement peu de temps pour les débats et je ne crois pas un instant qu'on va pas sortir du sommet avec une position globale sur oui, non, voir un comité de travail. Je vous le parie. Mais là, moi, qu'est-ce que j'en pense? Comment je dirais? Je sais qu'il y a du pour et du contre. Du côté pour, ben, il y a le fait que de reconnaître clairement un droit de grève aux étudiants et étudiantes éviterait peut-être pas totalement, mais en bonne partie, tous les recours juridiques que vous avez eu à subir le printemps dernier. Donc, de ce côté-là, quand on pratique un droit qui est formellement reconnu, ça peut quand même être intéressant. Je sais par contre que d'autres sont inquiets de la reconnaissance de ce droit, se disant, oui, mais les droits qu'on donne, ils sont toujours encadrés. Alors là, on va nous obliger à prendre toujours des votes secrets, on va nous obliger à avoir un certain quorum, etc. Bien, moi, je pense que ça demande réflexion.
Par exemple, dans la loi qui autorise dans les syndicats en général, là, le droit de grève, à ma connaissance, il n'y a pas d'obligation de vote à scrutin secret, il n'y a pas de détermination de quorum par l'État québécois. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir des modèles intéressants qui seraient acceptables pour les étudiants et qui leur permettraient d'exercer leur droit de grève? Parce que pour moi, l'idée, là, c'est pas de le limiter. C'est au contraire que ça soit permis de l'exercer et que ça se fasse démocratiquement, puis que quand la majorité prend une décision, la minorité se rallie, quelle que soit la décision, puis on évite tous ces recours juridiques qui ont été absolument épouvantables. Donc, j'ai comme une réponse nuancée. Je demande à voir, puis je me dis que les associations étudiantes, toutes associations confondues, auront certainement beaucoup d'idées là-dessus. Je pense qu'on a encore un peu de temps devant nous autres. Pour réfléchir à ça, ça se décidera pas mardi. On entend souvent de ce temps-ci, souvent des représentants de l'Option nationale affirmer qu'il serait le seul parti à réellement promouvoir l'indépendance du Québec, avec comme corollaire que Québec solidaire n'en serait pas. Alors, est-ce qu'on peut clarifier les choses sur cette question? Oui. Ben, c'est simple. Le Québec solidaire, dès sa fondation, en février 2006, a affirmé ses grandes valeurs, ses grands principes dans une déclaration que vous pouvez trouver facilement sur notre site. Et parmi les 5 ou 6 grands principes, il y avait « Nous sommes souverainistes ». Donc, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas en 2013, c'était déjà en 2006. En 2009, on a tenu un congrès, entre autres, et de façon assez importante, sur la question nationale, où on a réaffirmé qu'on était au choix indépendantiste, souverainiste, bref, qu'on veut que le Québec devienne un pays. C'est notre position, vous n'êtes pas obligés d'être tous d'accord, mais c'est la nôtre, en tout cas. On pense que d'avoir un pays, ça serait une super bonne idée pour la défense de la culture et de la langue française, premièrement, puis deuxièmement, puis pour nous c'est aussi important, pour se donner tous les moyens, tous les outils législatifs, les outils par les taxes, les impôts, etc., de mener à terme tous les projets que nous avons sur le plan de l'écologie, sur le plan social, de la culture, de l'économie, etc. Donc, pour nous, c'est oui à l'indépendance du Québec, c'est oui à un Québec souverain pour réaliser nos rêves. Et comment est-ce qu'on a dit qu'on voulait le faire si on l'a adopté en 2009? On a dit, si la population élit un gouvernement solidaire, ce qu'on s'engage à faire dès les premiers mois, c'est de mettre sur pied ce qu'on appelle une assemblée constituante, qui est une sorte d'assemblée citoyenne large, élue par la population du Québec, à qui le gouvernement donne un mandat large, celui de prendre le temps nécessaire, 1 an, 18 mois, pour consulter la population, faire émerger des débats partout sur 2 choses, l'avenir politique du Québec et un projet de constitution. Un projet de constitution, la première fois que j'en ai entendu parler, je me suis dit, constitution, tu sais, c'est un mot qui ne génère pas un enthousiasme délirant en général. Mais quand on y pense, qu'une constitution, c'est la somme de nos valeurs fondamentales et ce sont les institutions démocratiques que l'on choisit. Donc, en fait, c'est un débat drôlement intéressant. Nous autres, on propose de le faire avec tout le monde, ce débat-là, mais que ça ne soit pas piloté par le gouvernement, mais plutôt par l'Assemblée constituante qui, au terme des débats, aurait, elle, à décider du choix de la ou des questions à poser à la population, mais qui porterait évidemment nécessairement sur l'avenir politique du Québec et sur le projet de constitution qu'elle présenterait. On pense que c'est une démarche mobilisante, intéressante, qui inclut tout le monde, qui pourrait enthousiasmer les gens, et on fait le pari qu'au terme de cette démarche-là, la population du Québec aura envie de se dire oui à elle-même. Donc, c'est ça notre projet. J'espère que pour les personnes peut-être moins au courant, ça clarifie la chose une fois pour toutes. On a le même désir qu'Option nationale, on ne propose pas la même démarche, et ça, c'est pas dramatique, mais je pense qu'il ne faut pas se mettre à faire des concours de qui est le plus souverainiste. Là. On l'est ou on ne l'est pas, là, c'est aussi simple que ça. Donc, oui, nous le sommes, je promets que nous le sommes.